Yorana Kiaora et bienvenue dans Manava pour parler de la seconde peau des Polynésiens, le tapa. Une étoffe locale à base d'écorce qui accompagne nos tupunas de la naissance à leur mort. Et pour aborder le sujet, nous recevons Hinatea Kolombani, fondatrice du centre culturel Arioy et spécialiste du tapa. Yorana. Nous avons Veyana Giro, directrice du service de l'artisanat. Yorana. Myriama Bono, artiste et ancienne directrice du musée de Tahiti. Yorana. Et enfin, Jean-François Buteau, botaniste et forestier. Yaorana. Hinatea, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est le tapa, s'il te plaît? C'est très vaste, hein, évidemment, mais pour simplifier, donc c'est une étoffe végétale et au fait, on bat l'intérieur de l'écorce qui s'appelle le libère. Et donc, on bat plusieurs heures, voire semaines, voire mois, pour en faire une étoffe. Donc, on pouvait l'utiliser de différentes façons aux temps anciens et aujourd'hui plutôt sous format de tableau, voire accessoire. On corrige tout de suite une erreur. Qu'est-ce qu'il y a autour du cocotier? C'est du tapa aussi? Alors non, c'est du kerihari ou aahari en tahitien et ce n'est pas du tout du tapa. Hein. Là, faut plus du tout mélanger les choses. Et d'ailleurs, le tapa, il y a le mot, enfin si on coupe justement le mot tapa, ta au fait, il y a vraiment l'action de battre. Et donc il y a vraiment cette action de l'homme également en symbiose avec la nature pour arriver à faire une étoffe végétale. Myriama, pourquoi est-ce que c'est important dans la culture polynésienne? Écoute, tu l'as dit, hein, dans la vie du Polynésien, dans la vie ancestrale, de la naissance à la mort, le Polynésien était habillé, entouré de tapas, donc ça servait à l'habillement, mais pas que. Toute la relation aussi aux dieux, hein, notamment tout ce qui était objet sacré pouvait être enveloppé ou composé de tapas. Donc on a bien une dimension qui va au-delà de juste la vie quotidienne. Et puis même dans la mythologie et dans les légendes, la présence du tapa et notamment de la déesse de la lune, hein, de Hina, était également très très présente. Donc voilà, le tapa avait un lien entre l'homme, son quotidien, mais aussi toute une dimension spirituelle. Donc avec les divinités, la mythologie, etc. Jean-François, quelles sont les essences d'arbres utilisées pour fabriquer le tapa et comment ça se passe? Donc là, j'ai pu approfondir, là, grâce à la direction de la culture et patrimoine, un inventaire des plantes utilisées pour faire le tapa. Essentiellement, ce sont des arbres et des arbustes. On a des espèces qui peuvent être indigènes, c'est-à-dire qui sont venues naturellement dans les différentes îles polynésiennes par les oiseaux, par exemple. Donc ça, c'est le banyan, le ora ou aoa dans les différentes îles. C'est aussi une plante un peu plus rare, difficile à utiliser puisqu'elle est un peu urticante, c'est le ooao ou ava aux îles sous le vent. Mais c'est surtout aux Marquises qui l'utilisent. Donc lui, il est même endémique de Polynésie orientale, c'est Vixtromia coriacea. Aux Marquises, ils l'appellent hihea, pour les gens de Fatouiva qui l'utilisent toujours. On a des espèces d'introduction polynésienne, donc c'est-à-dire qu'ils sont venus avec les gens, les premiers Tahitiens ou Marquisiens sur les pirogues. Donc ça, c'est l'arbre à pain, donc le mei, uru, mayore des Australes, qui est utilisé. Il y a plein de variétés, certaines sont plus utilisées que d'autres, hein, plus appréciées. On va avoir aussi le mati, qui est un autre petit banyan local qui est surtout utilisé pour faire la couleur rouge, en mélangeant ses figues avec les feuilles du tohu. Et on a aussi la principale espèce de plante à tapas, c'est le mûrier à papier, le haouté, qui est utilisé un peu dans tout le Pacifique, hein, qui est le plus connu, le plus utilisé à Tonga, à Fidji, et qui lui aussi est une introduction polynésienne. À savoir que à la fois l'arbre à pain, à la fois le mûrier à papier, on peut pas les multiplier par graines, hein, ils font pas de graines. Donc on est obligé d'intervenir pour faire des rejets de racines, la multiplication végétative. Donc on pourra en parler plus tard, hein, comment ça se multiplie, si c'est un peu plus rare. Et puis on a deux espèces qui sont des introductions modernes, c'est-à-dire qui ont été introduites depuis 100 ans, 150 ans, qui sont aujourd'hui utilisées pour faire du tapa, en partie parce qu'on a peut-être moins de ressources dans les espèces indigènes ou introductions polynésiennes, et puis aussi parce qu'il y a des gens qui ont voulu quand même tester d'autres choses et essayer d'avoir d'autres couleurs. Donc ça, c'est le Ficus elastica, le banyan caoutchouc, avec très grandes feuilles, qui a beaucoup de latex. Et puis il y a une autre plante qui a été introduite pour faire du caoutchouc, c'est Castilla elastica, qui a été introduit dans les années début du XXe siècle, qui est envahissant aujourd'hui, et que les Marquisiens ont commencé à utiliser à Hivaoa et Nukuiva pour faire du tapa, notamment au dernier festival. Parce qu'aussi, il manquait de ressources. Donc au final, on peut pas faire du tapa avec n'importe quel arbre. On peut pas le faire avec du manguier, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, donc parmi les plantes que j'ai citées, il y en a plusieurs qui appartiennent à la même famille des moracées. Les banians, le mûrier à papier, le Castilla elastica sont tous des moracées. Donc cette famille de plantes a beaucoup de latex, plus ou moins beaucoup de latex, et une texture de fibre, je suppose, qui est assez semblable. Ça permet de garder une certaine souplesse. Bon, je pense que les fabricants de tapas Hinatea pourront en parler un petit peu plus sur les caractéristiques. Mais oui,
c'est vraiment que quelques espèces de plantes qui peuvent être utilisées pour faire du tapa. On va revenir sur les détails un petit peu plus tard. Veyana, comment le tapa est utilisé dans l'artisanat? Alors aujourd'hui, dans l'artisanat traditionnel, il est essentiellement décoratif. Donc, on a de grands panneaux qui peuvent être naturels, mais le plus souvent, ils sont quand même peints avec des dessins dessus. Il y a aussi des accessoires, des pochettes, des petits sacs, des porte-monnaies. Donc aujourd'hui, le tapa est davantage décliné sous ces formats-là que sous des formats plus grands qui sont un peu compliqués encore aujourd'hui. Au-delà de l'artisanat, Myriama, quelles sont les utilisations traditionnelles du tapa en Polynésie française? Alors, il peut aussi être utilisé, pas d'un point de vue traditionnel, mais d'un point de vue artistique, puisqu'il y a aussi, Vaiana l'a dit, les artisans peignent, mais les artistes sont aussi intéressés par cette matière. Alors, c'est vrai qu'on est souvent limité par la taille, parce qu'en effet, on va le voir, c'est quand même un gros travail. Il y a peu de spécialistes qui savent aujourd'hui encore battre le tapa sur des grandes tailles. Donc, du coup, en général, on a plutôt des petits morceaux. Et puis, on l'a pas cité, mais il y a aussi tout ce qui est lié au groupe de danse. Je pense que voilà, les groupes de danse, et notamment ceux qui participent au Heiva, ont depuis les années 60 revisité et réadapté le tapa pour les besoins des costumes. Et c'est une utilisation contemporaine tout à fait intéressante. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails. Comment est fabriqué le tapa Hinatea? Alors, il y a plusieurs processus en fonction de la matière qu'on va utiliser et surtout en fonction de ce qu'elle va nous apprendre. Parce que dès qu'on plante le aouté, par exemple, justement le mûrier à papier, en fonction de comment elle va pousser, on va se rendre compte que cette plante va être plutôt utilisée pour en faire un ahu tapa, donc c'est-à-dire un vêtement, ou plutôt va partir sur un tableau. Tout simplement en fonction comment la plante se penche, comment on voit sur la fibre extérieure déjà, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, ça dépend encore une fois de la taille de la plante. Donc, il y aura plusieurs processus. Certaines îles, et ce qui était intéressant, c'est que ces dernières années, j'ai pu rencontrer d'autres batteuses et batteurs de tapa du Pacifique. Et certaines îles vont laisser le libère, donc l'écorce intérieure, sécher d'abord et ensuite vont remouiller l'écorce et battre. D'autres vont battre directement, d'autres vont avoir plusieurs procédés de préparation. Donc, ça dépend. Et d'où la beauté au final de cette matière, parce que là, devant, en fait, il y a des matières c'est exactement les mêmes plantes, mais on n'a pas le même processus. Du coup, on peut avoir naturellement, par la préparation déjà, des couleurs qui ressortent, des grammages, j'ai envie de dire, comme pour les toiles, au final, il y a des grammages, il y a un grain. Et on précise aussi que c'est le battoir qui est là, qui permet de taper. Alors, c'est le battoir, parce que justement, donc voilà, donc on a tout ce processus-là, donc je peux pas dire le ora, ça va être comme ça, etc. Le bagnon, le aouté, ça va être comme ça. Ensuite, on a les outils qui sont devant, donc le IE, qui est le battoir pour battre, justement, et en fonction des îles, ils se sont adaptés. Par exemple, à Pitcairn, ils vont utiliser des os de cachalot pour en faire des IE. Et les toutouas, donc qui sont à l'époque, ça faisait plus de 5 mètres de long, parce que c'était un travail communautaire. Et justement, à l'époque, on faisait des grosses pièces également. Et là, au fait, nous, on a réadapté à un format en fond déjà, pour que tout le monde puisse justement battre du tapa. Et aux marquises, ils vont adapter également leur outil. Donc, ils vont utiliser une pierre qui s'appelle le kiva et qui est transmise de mère en fille. Et d'ailleurs, aux Marquises, justement, il faut imaginer que sur nos 5 archipels, il n'y a qu'une seule île aux Marquises, il n'y a qu'une seule vallée, une seule famille qui a continué à perpétuer. Donc, c'est la famille de Mamie Saravaki qui ont perpétué ce savoir-faire et dont on salue et qu'on aime très, très fort. Mais pour toi, d'où te vient ce savoir? Tu es parti apprendre avec eux, justement? Pas du tout. Pas du tout. Alors, à l'époque, Myriama, justement, quand elle mentionnait les groupes de danse, donc je dansais dans le groupe de Manouche Luatel, Toariva. Et puis un jour, il y avait une danse du tapa à faire et donc j'avais été enveloppée par cette étoffe. Et je suis tombée amoureuse de la matière. Il y a eu un élément déclencheur et je me suis toujours dit, j'ai envie d'en faire. Mais je ne trouvais personne sur Tahiti pour m'enseigner à le faire. Un ami de l'île de Pâques était arrivé, il savait en faire. Un autre ami finalement qui a appris avec une Hawaïenne, donc un Tahitien qui a appris avec une Hawaïenne, voilà. Et au fur et à mesure, on les a regardés faire. Et puis avec mon Tahane, Moé, on s'est passionné pour la fabrication. Et on s'est enfermé quasiment pendant 3 ans à battre du tapa, souvent.
Et puis Myriama nous contacte également lorsqu'elle était à la tête du musée pour créer des activités. Je me suis dit c'est très intéressant parce qu'au fait ce travail on va justement mutualiser nos connaissances et de travail avec les curateurs, les muséologues, enfin tout le monde, ça peut être super intéressant. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer, améliorer. On s'est beaucoup trompé, on a gaspillé beaucoup de matière. Mais ça au permet de final, réapprendre et se réapproprier c'est le exactement savoir. ça. C'est exactement ça. Avec moi, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de mentor, mais au final, au début, on était un petit peu le complexe de l'imposteur et la légitimité si au final on fait bien les choses. Mais je me rends compte avec la progression qu'on a dans le Pacifique et avec les discussions qu'on a avec les autres communautés, au final, on a créé, grâce aussi à nos gestes ancestraux qu'on a réappris, on s'est posé sur ça, qu'on est en train de créer une carte vierge au fait, quelque chose de vierge pour nous, enfants des Rarumatei et des Niamatei. Et c'est ce qu'on souhaite léguer justement dans cette transmission-là, qu'il n'y a pas telle façon de faire. Au fait, il y a plusieurs façons de faire et c'est à toi à adapter justement ta vision et comment tu veux le faire. Justement, parlant de ce savoir qui s'est, on peut le dire, Myriama, un peu perdu. Oui, on peut le dire, oui, tout à fait. Il s'est perdu, hein, comme Inatea l'a dit, jusqu'à il y a encore très récemment, c'était surtout aux Marquises, en fait, qu'on avait encore la maîtrise de la technique de fabrication du tapa. Et en effet, Inatea et moi, on s'est rencontrés en 2017 parce que j'avais lu un article dans les journaux où elle expliquait en fait sa démarche. Et il se trouve qu'à ce moment-là, donc moi, j'étais au musée et qu'on souhaitait mettre en place des ateliers pour les familles autour des savoir-faire ancestraux. Donc, ça marchait parfaitement. C'était formidable. Et en fait, c'est vrai l'équipe du musée et Inatea, on a appris les uns les autres. C'est-à-dire que l'équipe du musée, elle avait une connaissance, j'allais dire au travers des collections, des objets qu'on conserve et de la documentation, alors qu'Inatea, elle avait un savoir-faire pratique. Et en fait, les deux ont pu se compléter et c'est formidable. Et donc, du coup, on est très content que ça ait pu aboutir à une renaissance, en tout cas dans l'archipel de la société, hein, puisque, comme je dis, il ne faut pas oublier que les Marquisiens, eux, n'avaient pas perdu ce savoir. Enfin, elles n'avaient pas perdu ce savoir, puisque c'est en général un savoir-faire féminin. Et aujourd'hui, avec toutes ces connaissances-là, tu utilises le tapa dans tes créations? Oui, alors c'est ce qu'il y a de beau dans notre rencontre, hein, c'est que, alors moi déjà depuis toujours, en fait, ma grand-mère avait un tapa. Quand j'étais petite, je le voyais. Et donc, du coup, j'ai été influencée par, on parlait de texture, de grammage, de couleur aussi, hein, par tout cet univers que représente le tapa. Et donc, en fait, dès mes premières expositions, j'avais un travail autour de la matière, sauf que je n'avais pas de tapa. Je ne connaissais personne qui faisait du tapa à l'époque. Donc, du coup, j'utilisais des papiers de soie et des papiers froissés pour reproduire l'effet du tapa. Donc, en fait, pendant très longtemps, je n'ai pas utilisé de tapa dans mes créations, mais en tout cas, il y avait cette inspiration première. Et donc, évidemment, ma rencontre avec Inatea a été l'occasion parfaite de pouvoir, enfin, de pouvoir concrétiser ce souhait. Et en fait, ça fait 3 ans déjà que j'embêtais Inatea à lui dire qu'il fallait qu'on fasse une expo ensemble. Et elle vient de le dire, elle a le syndrome de l'imposteur, donc elle pensait que... Je pense qu'elle avait un petit peu de mal à se voir en tant qu'artiste, et non pas en tant qu'artisane. Là aussi, c'est tout un débat, hein, dans le monde artistique. Et donc, cette exposition qu'on a préparée ensemble a été l'occasion pour moi aussi d'inclure quelques petits éléments de tapa, parce que j'avais des scrupules à prendre les grandes pièces. Donc, c'est vraiment des morceaux de tapa. Par contre, j'ai beaucoup plus utilisé tout ce qui est pigment naturel pour ma peinture. Alors, on parle d'utilisation d'écorce d'arbres. Jean-François, au final, est-ce qu'une fois qu'on utilise l'écorce, l'arbre meurt par la suite? Alors oui, c'est destructif. Il y a certaines espèces qui vont être difficiles à se régénérer, hein. Le banyan, c'est indigène. Généralement, on ne le plante pas. Il va falloir des dizaines d'années avant qu'un arbre soit suffisamment grand pour qu'on puisse utiliser la racine aérienne. Donc lui, la ressource est assez limitée. D'ailleurs, aux Marquises, ils commencent à avoir du mal des fois à trouver des racines aériennes utilisables, hein. Mais la vraie ressource en tapa, et ce qui est toujours en Polynésie occidentale, c'est vraiment le mûrier à papier, le haouté, hein. Donc lui, il faut le planter. Il faut 2 ans à 3 ans avant d'avoir un tronc suffisamment gros. Mais un tronc gros de mûrier, c'est ça, hein. Pas la peine d'aller beaucoup plus loin en diamètre, hein. Et il faut que 3 ans, entre 2 et 3 ans. Donc c'est largement faisable de faire une agriculture ou une foresterie ou une sylviculture pour cette plante à tapa. Il y a quand même un impact sur la préservation des arbres utilisés pour fabriquer le tapa?
Donc, hormis le banyan, Mhm. c'est pas en prenant l'écorce d'une des racines aériennes que ça va poser un problème au banyan. Hein. Ça simplement, on n'aura plus d'écorce accessible. Pour les autres espèces, c'est des plantes qui ont été plantées, qui ont été amenées par les premiers Polynésiens, donc qui étaient cultivées à la base. Et les deux autres espèces que j'ai citées, les introductions modernes, elles sont plutôt envahissantes, donc ça pose pas vraiment de problème. L'autre espèce utilisable de façon pérenne, durable, c'est l'arbre à pain. Puisque l'arbre à pain, on peut à la fois prendre des branches issues des lagages. L'arbre à pain, une fois qu'il grandit, il va dépasser 20 mètres de haut, c'est difficile d'aller ramasser les ourous. Donc on peut récupérer les bois d'élagage quand ils sont bien verticaux, sans trop de défauts. On peut utiliser ça pour faire du tapa aussi. Et d'ailleurs, après, quand on voulait cultiver un arbre à pain pour faire du tapa spécifiquement, il y a peut-être un vieux pied qui était en train de mourir, on le coupait ou on le brûlait et ça faisait ressortir plein de rejets à une certaine distance. Et c'est ces rejets-là qu'on laissait pousser pendant peut-être 3 ans ou 4 ans, dès qu'ils atteignaient ce stade-là, pouvaient être utilisés pour faire du tapa. Donc ça va pas poser de problème à l'environnement en général, mais si on veut monter une filière tapa, il va falloir planter ou avoir un réseau qui récupère les bois d'élagage des arbres à pain et planter surtout du mûrier à papier, puisque 3 ans, c'est pas très long. Veyana, on parlait juste avant avec Myriama et Hinatea de la réappropriation de ce savoir. Est-ce que pour les artisans, c'est un petit peu la même chose? Ils se réapproprient ce savoir? Je pense qu'il y a véritablement une dynamique qui est lancée avec tout le travail du Centre Arioy. Aujourd'hui, c'est vraiment circonscrit aux Marquises et notamment à Fatouiva. Mais on voit bien que c'est des questions qui commencent à se poser au sein du secteur, comment on transmet, comment on partage. Et il y a beaucoup d'archipels maintenant qui nous demandent des formations sur d'autres domaines que leur spécialité. Donc c'est vraiment formidable. On voit qu'il y a un projet sur Rimatara de formation au tapa, mais on a d'autres demandes aussi qui arrivent des archipels des îles sous le vent ou autres. Et je pense qu'il y a cette dynamique qui est en train de progresser et qui fait un peu écho pour moi à ce qui s'est passé à Hawaï où ils ont vu qu'ils allaient perdre leur savoir-faire. Et au lieu de rester fermés sur je transmets qu'à ma fille, à mes enfants au sein de la cellule familiale, je transmets à la population qui veut se former et aujourd'hui ça perdure. Donc je pense qu'on est peut-être en train d'amorcer un tournant qui va permettre de se réapproprier tout ça et de développer le tapa, puisque quand même à l'époque, il était présent dans tous les archipels, c'était pas réservé ni à Fatouiva ni aux Marquises. Donc ça reste un des objectifs qui est évidemment de répandre à nouveau ce savoir-faire en Polynésie. Il y a aussi une dynamique du service de l'artisanat, hein, du gouvernement ou du pays pour développer ce savoir, pour le partager. Oui, tout à fait. À l'échelle du service, on est sur quelque chose de plus large parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui sont actuellement un peu fragiles. Donc, on essaye effectivement de les porter, de les renforcer, de faire en sorte que quand on a un artisan spécialiste qui disparaît, il n'emporte pas le savoir avec lui. Donc, c'est vraiment à une autre échelle. Et heureusement, on n'est pas tout seul sur ce chantier parce que des fois, l'action de l'administration est limitée par la structure, évidemment. Et donc, on peut heureusement s'appuyer sur des structures d'un grand dynamisme comme le Centre Arioy. Et je pense que, voilà, à l'échelle du secteur, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Nous parlons aussi du développement de la filière professionnelle. Avec toi, Hinatea, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce qu'il y a du potentiel? Il y a énormément de potentiel. Je reviens d'une biennale, donc qui est au fait un événement international dans les mégalopoles artistiques. Il y a énormément de potentiel également à l'international, mais même au niveau local. Nous, par exemple, pour les activités culturelles, donc tout ce qui était médiation culturelle, avant Covid, en fait, on a été saturé de demandes, d'où justement l'appauvrissement également de la matière première dans la nature quand on plante pas. Le Covid nous a permis au final, le moment, on a gardé 3 ans au final du temps pour planter et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents pour les médiations culturelles. Donc déjà, sur la médiation culturelle, nous, on n'avait pas assez de ressources. On n'est que à Tahiti, Papara. Donc, pour dire, au fait, on n'est que sur un des pans que la filière tapa, en tout cas, pourrait répondre. Justement, à ce sujet, pour la filière tapa, c'est l'Agence française de développement qui nous a saisis et qui nous a demandé un cahier d'études justement de préfaisabilité pour structurer une filière tapa en Polynésie sous un prisme spécifique au fait juridique, c'est-à-dire des entreprises sociales et solidaires, afin justement que ça soit un projet communautaire. Donc, d'où le gros travail de fond qu'on est en train de faire et d'ailleurs tous les interlocuteurs autour de cette table sont présents justement pour la structuration de tout ça. Mais effectivement, il y a un avenir pour le tapa et à mon avis, il faut pas louper le coche parce que dans le Pacifique, plus personne ne plante.
Myriama, tu as vu, toi, l'évolution du tapa depuis 2017, depuis que tu l'as connu? Alors déjà, du point de vue de la plantation, hein, parce que c'est vrai que quand Inatea a commencé à venir faire des ateliers tapas au musée, ben, on a utilisé les plantes qu'il y avait dans les jardins du musée et rapidement, il n'y en avait plus. Et donc, du coup, le musée a aussi intégré cette problématique, d'ailleurs en offrant à Inatea et à Moé quelques plants de AOT. Et depuis, alors pour ceux qui viennent régulièrement au musée, moi j'étais très contente, j'y suis retournée il y a 3 semaines. En fait, il y a une régénération constante des plantes. Alors évidemment, le musée ne les utilise pas, hein. Donc ça lui permet d'avoir comme ça toute une vivier. espèce d'un vivier qu'il peut mettre à disposition évidemment de ceux qui sont désireux de planter. Et puis au-delà de ça, ben, moi j'ai eu la chance de voir le succès des ateliers qui étaient présentés, proposés par Inatea notamment. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on faisait des ateliers au musée de Tapa, les gens, c'était l'atelier qui était le plus fréquenté, et notamment par les familles polynésiennes. Donc ça montre bien un vrai intérêt, une vraie reconnexion, hein, avec toutes les questions patrimoniales, et c'est absolument essentiel, je pense, oui. Jean-François, comment est-ce que comment dire, cette filière peut être respectueuse? Quelles seront les petites astuces, entre guillemets, pour que ça puisse être respectueux de l'environnement et surtout durable? Bon, il va falloir que la filière se concentre probablement sur les espèces qu'on peut planter, qui se régénèrent assez facilement. Donc, ça sera sûrement le AOT et l'arbre à pain. Le AOT, on peut facilement l'implanter dans les maisons, hein. Quand on va voir à Fatouiva, chaque maison, chaque maman qui fait du tapa a ses pieds de AOT entre sa maison et la maison de la voisine. Ça pousse tout seul. Une fois qu'on en plante, ça fait des rejets de racines. Donc ça se répand facilement, c'est facilement contrôlable. Les gens, des fois, même se l'achètent d'une maison à l'autre. Du moins, achètent la plante entière. On la coupe et on la vend. Donc c'est assez facile à multiplier, planter. Et surtout, le mot-clé, c'est ça, en fait, planter et pérenniser, en fait, cette filière. Tout à fait. Veiana, quel est le regard du service de l'artisanat sur cette filière professionnelle? Bah, je pense, comme ça a été dit jusque-là, hein, qu'elle est très prometteuse et qu'elle peut déjà apporter un grand bénéfice, évidemment, au niveau culturel, identitaire et pour tout ce qui est reconnexion à nos racines, mais qu'il y a aussi de vrais développements commerciaux. Moi, j'étais très intéressée de découvrir, d'ailleurs, dans les réunions qu'on mène au Centre Alioy, ce qui est fait avec le tapa en matière d'art, en matière vestimentaire, dans la mode, dans la décoration. Je pense que c'est infini, en fait. Et on passe beaucoup de temps au service à dire que l'artisanat traditionnel, ça n'est pas des activités, ce sont des métiers. Et il y a là de vrais métiers avec des savoir-faire techniques, culturels, identitaires et des possibilités, évidemment, de les développer et d'en vivre. Et Ginatea, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui par rapport à cette filière? On n'a pas assez de temps maintenant. Non, par rapport à cette filière, c'est tout simplement de trouver maintenant l'espace, les espaces en tout cas pour planter. On est en train de réfléchir à une campagne justement d'adopter un AOT, cette fois-ci justement pour que des familles, et c'est tout l'intérêt de notre mission qu'on s'est porté. Moi, mon rêve, au fait, mon rêve, ça serait que dans 10 ans, et c'est ce que je fais avec mes neveux justement à leur anniversaire, je n'offre pas de cadeaux, je viens avec mes battoirs à tapa et on fait du tapa avec leurs amis qui viennent à leur anniversaire. Donc, il y a le toboggan et il y a l'atelier tapa. Et mon rêve dans 10 ans, c'est que ça se passe dans toutes les familles, mais que je veux pas y aller, c'est-à-dire qu'ils le fassent eux-mêmes dans leur propre famille. Et pour moi, au fait, si déjà quelques familles vont le faire dans 10 ans, on aura gagné au fait déjà sur ça, parce qu'on leur aura appris à préparer leurs plantes et tout, quoi. Voilà. Myriam, on va pouvoir terminer l'émission en parlant aussi de votre exposition. Quand est-ce que ça a lieu? Qu'est-ce qu'il y aura pendant cette exposition? Alors, on installe aujourd'hui, et donc l'ouverture c'est demain, le mardi 26 mars. Donc le vernissage c'est à 18h. On sera là toute la semaine avec Inatea. Donc on va présenter notre travail commun. Donc le travail sur tapa d'Inatea et puis mon travail plus pictural et graphique. En 2 temps pour moi, puisqu'il y a des choses que j'ai peint avec, j'allais dire, des peintures classiques, avec de la peinture à l'huile, de l'acrylique. Mais j'ai aussi eu le plaisir de pouvoir utiliser les teintures naturelles confectionnées par Inatea et Moé. Et donc, notamment, on pourra montrer que sur certaines toiles que j'ai faites, en fait, les teintures ont réagi d'une certaine façon, avec des couleurs plutôt ocre, et sur d'autres, avec des couleurs plutôt jaunes sur les tapas d'Inatea. Et donc, ça a été aussi une source de découverte pour nous deux, de voir que d'un support à l'autre, les teintures ne fonctionnaient pas de la même façon et que voilà, elles nous faisaient des petites surprises. Et donc, on invite le public à venir échanger avec nous à ce sujet.
voilà, je pense un bel événement artistique et qui, j'espère, prolongera aussi la réflexion qu'on vient d'avoir autour des potentiels débouchés du tapas. Hina, un dernier mot en rappelant bien sûr les dates et le lieu de l'exposition, s'il te plaît. On a hâte de vous recevoir, on a hâte de Vous recevoir. partager avec vous justement ce qu'on a pu créer, notre petit monde Hotu l'une à l'autre. Donc voilà. Super. Rappelle-nous les dates et le lieu, s'il te plaît. Alors c'est du 26 au 30 mars à la Maison de la Culture et venez nombreux. Parfait. Le rendez-vous est noté, j'espère, pour vous, chers téléspectateurs. On rappelle certains sites pour que vous puissiez vous renseigner sur cette filière. Il y a le Facebook de l'artisanat traditionnel et le site de l'artisanat traditionnel, service-public.pf/art. Et on n'oublie pas le site du centre Arioy, arioy.pf. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci Marou. toi. Cette émission est disponible en replay. Tout de suite, votre VA, votre journal en tahitien. On se retrouve lundi à 17h15 pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée et bon week-end sur TNTV. Maruru itotato faririr a trahuma parhiana.